Donc je disais, ça fait un moment que j'ai très envie de faire un podcast et j'ai jamais vraiment su sur quoi le faire, mais je trouve que c'est intéressant de tenter des trucs pour le LOL, tenter des trucs qui m'amusent. Ça va pas être un live qui va être long, ça va peut-être durer 20 minutes, 30 minutes, j'en ai absolument aucune idée. Mais je pense que c'est intéressant de tenter des trucs, de voir. Je vais affiner la formule petit à petit pour donner quelque chose qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on va parler du coup de Stray et de Spider-Man Miles Morales. Enfin, je vais parler de Stray et Spider-Man Miles Morales. J'ai cette mauvaise habitude que je garde de toujours dire on en parlant de mes lives parce que vous êtes aussi une partie prenante de l'aventure. Au final, c'est moi qui fais, c'est moi qui joue, c'est moi qui parle. Vous n'êtes qu'une réponse à tout ça. Qui certes est peut-être très intéressante. En tout cas, c'est ce que je trouve. Mais je comprends que c'est pas forcément. Enfin, je ne peux pas vous situer au même niveau que moi là-dessus. Hop, excusez-moi. Donc j'y pense. Je vais faire ma pub habituelle sur. Hop. Sur mes channels habituels. En mode salut, regardez, je suis en live. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui sont selon moi intéressants. On va commencer du coup par Stray. Donne-moi une petite seconde. Voilà. Je me suis amusé, j'ai capturé des petites images, à peu près une trentaine de minutes par sujet, de vidéos en fait qui va me servir de fond pour avoir du coup tout ce côté vrai, enfin pseudo vraie vidéo YouTube, avec du gameplay en fond. Pendant que je parle, moi je ne fais que parler, je joue pas directement. C'est pour ça que je suis en discussion et non pas en jeu. Et donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis, tout ça c'est des choses qu'on regarde ensemble. Ça va me permettre d'affiner un peu la formule, au fur et à mesure que j'essaye, là, parce que là j'ai mis ça tout mis ensemble en l'espace de quelques heures. C'est un projet que j'ai eu hier en tête, je me suis dit, en vrai, sympathique. J'ai jeté quelques notes sur un fichier texte, et j'ai enregistré un peu de gameplay, histoire d'eux. Mais honnêtement, c'est pas énorme. Mais ça va me permettre de tester des choses, ça va me permettre de m'amuser. Et je tiens à le dire, je vais essayer du mieux que je peux de faire en sorte que ce soit un podcast qui soit hebdomadaire, donc qui ait une édition par semaine. Pour le moment, je ne peux pas encore garantir de jour. Je vais un peu tester des choses, voir si j'ai des choses à dire toutes les semaines aussi. Mais j'aimerais que ce soit, si possible, hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, histoire d'avoir un contenu toutes les semaines que vous pouvez regarder, en plus de la myriade de jeux que je fais sur le côté. Non, je joue à un jeu à la fois, et c'est déjà bien. Mais voilà. Nous allons donc parler aujourd'hui de Stray. Petit jeu d'aventure, comme vous le voyez à l'écran, à la troisième personne, où l'on incarne un chat, développé par Blue 12 Studio et édité par Annapurna, qui est un grand nom en termes de jeu de manière générale. Annapurna, c'est quand même un grand nom, un grand éditeur, même s'il ne fait pas partie des plus connus. Donc on connaît comme Electronic Arts, Microsoft, Bethesda. C'est quand même un gros éditeur, en tout cas un éditeur qui a beaucoup de moyens, et qui a permis du coup au studio de Blue 12 de sortir un jeu qui est très spécial dans son genre. Pas tous les jours qu'on peut jouer un chat, et c'est ce qui a d'ailleurs justement attiré beaucoup de gens vers ce jeu et vers ce qu'il propose. Donc le but du jeu en soi, l'histoire principale du jeu,
c'est que nous jouons un chat qui n'a pas de nom, et nous nous sommes perdus. Nous avons perdu notre famille. Durant un voyage de l'extérieur vers un endroit où potentiellement il n'y avait aucune idée d'exactement quoi. Sur le trajet, nous sommes tombés d'un tuyau et nous sommes tombés dans cette ville, cet endroit qui n'a pas spécifiquement de nom, qui a certaines parties ont un nom, mais ce lieu étrange dans ce qui semble être une ville souterraine. Et notre but va donc être de sortir pour retrouver notre famille. On va rencontrer différents robots au fur et à mesure de l'aventure, notamment B12, qui est un robot que l'on va réveiller un peu par hasard, et qui a la possibilité de comprendre ce que disent les robots et de nous le traduire. Ce qui est très intéressant, parce que sans ça, il n'y aura aucun moyen de comprendre le langage robotique. Et la particularité de B12, c'est qu'il n'a aucun souvenir de son but, de ce qu'il fait, de ce qu'il cherche. Mais, dès lors qu'on va lui montrer certaines choses, certains souvenirs, dans l'univers, la mémoire de B12 va peu à peu lui revenir sur qui il est, pourquoi est-ce qu'il existe, et qui est le scientifique pour lequel il travaillait. Nous voyageons donc dans une ville qui est très tournée cyberpunk, que ce soit dans son esthétique ou dans ses thèmes. On parle quand même de robots qui sont considérés comme les extensions des humains qui n'existent plus maintenant ici, et qui ont évolué petit à petit jusqu'à remplacer la totalité de l'endroit, histoire de justement continuer à s'occuper de l'endroit, continuer à vivre. Certains robots ont des familles, d'autres s'occupent de plantes qui n'ont pas besoin de lumière pour dire de grandir, des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour ne plus avoir besoin de lumière. Et donc on est dans un univers où se côtoie une espèce de pauvreté, une esthétique très néon. Et ça donne quand même quelque chose de très très sympathique. Et un côté beaucoup plus biopunk, avec les urks, qui sont des créatures qui mangent le métal, qui sont en règle générale dans des endroits recouverts de un mélange de peau, de tissu, rien n'est jamais vraiment expliqué là-dessus, mais qui a un côté très organique, qui donne un côté très biopunk, notamment il y a une scène dans le jeu qui donne vraiment un côté biopunk quand on commence à affronter les urks. Je dis affronter dans un sens du terme très large, étant donné que nous ne sommes pas sur un jeu d'action, mais bien sur un jeu d'aventure très tourné énigme. Au fur et à mesure de notre aventure, on va faire la connaissance d'un groupe qui s'appelle les extérioristes, dont le but est de tout simplement sortir de la ville, aller vers l'extérieur, qui est un univers qui n'est pas spécifiquement connu et qui intéresse certains robots pour un sentiment de liberté, de découverte d'un monde qui leur est inconnu, et de voir au-delà du ciel composé de lumière et de diodes qui composent leur vie. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les thèmes sont très bien abordés. On a une multitude de petites missions secondaires qui aident pour la mission principale. Une division qui est, je trouve, bien gérée en termes de chapitres. Le jeu se joue sous un terme de chapitre qui n'est pas long en soi. Le jeu n'est pas long. Le jeu, je pense que j'ai mis à peu près plus de 5 heures pour le finir. 5 heures, peut-être 6. Et encore, je suis quelqu'un qui aime bien explorer, qui aime bien regarder un peu les recoins. Je n'ai pas fini le jeu à 100% parce que je suis quelqu'un stupide également, qui ne va pas forcément comprendre ce que les jeux me demandent. Donc ce qui donne des situations où je vais parfois buter pendant très longtemps sur des choses qui sont très simples. Mais je trouve que vraiment c'est un jeu qui est très intéressant, qui se laisse faire. C'est un petit jeu sympathique,
qui a quand même un peu de tension, un peu d'action dans un sens, un peu de joie, de tristesse, qui donne justement un intérêt et qui donne envie, même si au final tu ne joues qu'un chat. Et je me suis retrouvé à plusieurs moments à rire, à pouvoir bien évidemment faire des actions de chat, jeter des mugs par terre, gratter des choses. Les concepteurs ont bien compris l'intérêt de jouer un chat dans un jeu vidéo. Et vraiment, ça m'a donné des petits moments de plaisir, des petits moments vraiment sympathiques. Et donc, je ne peux que vous recommander d'essayer ce jeu. Il ne coûte pas très cher. Je pense que je paye 25 € pour la version PS5, la version boîte. Je pense qu'il est actuellement, si je ne me trompe pas, en solde sur Steam. À 22 €, quelque chose comme ça. Mais en vrai, si vous attendez, si vous n'êtes pas pressé, attendez un an ou deux. Il tombera en dessous de la barre des 20 €. Ouais. Et parce que certains ont beaucoup de mal à payer un jeu qui est très court, qui est relativement court. S'il coûte quand même au-delà de 20 balles, je comprends tout à fait. Mais en vrai, au vu de la qualité du jeu, je pense qu'il les vaut, sincèrement. Même si j'ai du mal avec le côté de valoir quelque chose quand on parle d'un jeu. Mais je trouve qu'honnêtement, il m'a donné tout ce qu'il fallait pour un jeu, pour que je le considère comme bon, et que je le recommande. Ah, voilà, première partie terminée. Bien évidemment, n'hésitez pas à parler, à commenter. J'ai activé les alertes, j'aurais peut-être dû désactiver les alertes. Hop, en vrai. C'est pas contre vous, mais c'est juste parce que comme ça me permet d'avoir un contenu qui est plus simple et que j'évite de me perdre, ce que je voulais dire dans mes pensées. Et que je puisse continuer à parler, à exprimer mes idées. Et le temps que ça arrive. Hop, bah du coup en vrai. Tac. Hop. Maintenant on peut passer à Miles Morales, qui est tout à fait différent. Donc Spider-Man Miles Morales maintenant, qui est un jeu d'action qui est développé par Insomniac Games, qui était les responsables du premier Spider-Man sur PS4 à l'époque, donc quelques années auparavant, et qui sont également les créateurs de Ratchet & Clank, qui est une série de jeux que j'apprécie énormément, de par son humour, de par sa beauté, sa qualité qui est assez régulière tout au long des jeux, même s'il y a certains opus qui sont moins bons que d'autres. Ici, j'ai été très agréablement surpris par Miles Morales. Donc bien évidemment, pour expliquer vite fait les éléments du jeu, on joue donc Miles, qui est un deuxième Spider-Man, qui dans le premier jeu a reçu des pouvoirs d'une araignée radioactive, différente de celle de Peter, qui lui a donc donné des pouvoirs qui sont légèrement différents, même s'il y a quand même de grandes similarités au niveau de certains d'entre eux. Par exemple, il ne sait pas créer de toile. Il utilise un lance-toile pour ça, mais il sait s'accrocher au mur, il a toujours le sens de l'araignée, toutes ces choses-là. C'est assez intéressant, et je vais devoir malheureusement spoiler un peu le premier jeu pour expliquer un peu le caractère de Miles et dans quelle situation il est. Durant les événements du premier Spider-Man, Miles perd son père, qui se fait attaquer par, si je ne me trompe pas, il s'est fait attaquer lors d'une remise de prix. Je pense que c'était par Martin Lee. Donc les démons, l'ennemi, en tout cas l'un des ennemis du jeu. Si ce n'est pas lui, ça devait être le docteur Octavius. J'avoue que j'aurais dû regarder ça avant. Et donc durant ce jeu, on voit qu'il a déménagé de quartier. Maintenant il est passé de Brooklyn à Harlem, et il essaye de tenir tant bien que mal la balance entre sa vie de super-héros, la perte de son père, et la gestion de la vie de tous les jours. Surtout qu'ici, il se passe quelque chose de très intéressant, et je trouve que ça a été une très bonne idée de la part d'Insomniac de faire quelque chose comme ça. Peter n'est plus là.
il est parti dans un pays qui s'appelle la Zumikari, qui est un faux pays d'Europe, je pense. En tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu parler. Pour aider MJ durant un de ses reportages pour le Bugle. Et du coup, Miles Morales est obligé de gérer la ville et les conflits qu'il y a seul pour la première fois. À ça s'ajoute l'intervention d'un nouveau groupe qui s'appelle l'Underground, ainsi qu'une société qui s'appelle Roxxon, dirigée par Krieger, qui a inventé un nouveau moteur à énergie, un nouveau type de réacteur nucléaire, qui est sans danger, selon les dires de la société, et qui va bientôt justement ouvrir avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Nuform. L'Underground, dirigé par Tinkerer, qui est un nouveau méchant pour la série, étant donné que la plupart des grands méchants de Spider-Man ont été capturés et sont en positionnement au raft qui revient d'être construit. D'ailleurs, on commence le jeu avec un affrontement entre Rhino et les deux Spider-Man, justement en cours de transition vers le nouveau raft qui était de nouveau sécurisé après les événements du premier jeu. Et donc nous avons un nouveau groupe qui s'appelle l'Underground, qui a une technologie extrêmement avancée, qui était encore jusque-là inconnue, qui arrive et souhaite affronter Roxxon pour prendre le contrôle du Nuform. Là-dessus, Miles essaye tant bien que mal de les arrêter. Et donc c'est le théâtre de toute une série de nouvelles rivalités, nouvelles rancœurs, nouveaux ennemis, qui sont extrêmement intéressants. Et je trouve que le jeu a très bien géré son côté suite gros DLC, parce qu'en fait, au final, en vrai, c'est un gros DLC. Enfin, certains le verront comme un gros DLC, moi je le vois comme un jeu qui est court, mais qui marche très bien. Et ce jeu m'a vraiment surpris, parce que contrairement au précédent, il a réussi sur quasiment tous les points où je trouvais que le premier avait un défaut. La map est connue, et en vrai c'est normal que ça le soit. Le premier donc, avait un système de tour de contrôle qui était très, très Assassin's Creed dans le style, et qui honnêtement était relativement embêtant. Le premier avait énormément de points d'intérêt qui ne servaient pas à grand chose, qui étaient juste là pour choper des collectibles, pour avoir énormément de petites jauges à remplir, pour donner plein de points d'XP, pour dire d'occuper le temps et d'augmenter artificiellement le nombre d'heures sur lequel tu passes, pour lesquelles tu as besoin de finir le jeu à relativement 100%. Ici, le jeu a, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 collectibles. Certains sont cachés dès le début, vous ne les verrez pas avant un certain stade du jeu, voire avant la fin du jeu. Il y en a qui se débloquent à la fin du jeu, qui sont très très intéressants. Et tout ça, ça permet justement d'avoir en fait des collectibles qui, pour une fois, sont liés à l'univers, à la quête qu'on essaye de nous raconter, à l'histoire qu'on nous raconte. Et à ne pas juste couper l'histoire principale en disant « Ah mince, bon maintenant je vais parcourir la map et faire 1 heure de points d'intérêt. » Le jeu a aussi quelques quêtes secondaires qui sont très bien ficelées, je trouve, qui sont très intéressantes. Et tout ça sert à donner vie à la zone de Harlem, qui est la zone principale du jeu, mais qui, forcément, étant donné qu'on est sur un jeu Spider-Man, c'est tout Manhattan au final qui est utilisé. Vous pouvez le voir directement dans le gameplay, on va très vite. C'est aussi un truc que je trouve énormément jouissif avec le jeu, c'est la vitesse et la possibilité de juste réussir à planer, à avancer tellement vite. C'est une impression de vitesse qui est très incroyable. Et je trouve que le deuxième jeu est Miles Morales, parce que ça c'est mon problème avec, avec la série de jeux. D'un côté on a Spider-Man, de l'autre on a ses DLC. Dans un troisième temps on a Miles Morales, qui est donc ce jeu standalone qui est la suite
de, de Spider-Man 1, et Spider-Man 2, qui est annoncé peut-être pour 2023, qui est donc la suite de Spider-Man 1, mais aussi la suite des événements de Miles Morales. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont pas juste appelé ce jeu Spider-Man 2 Miles Morales et fait un Spider-Man 3 au final. Parce que ce jeu, il dure quand même, je pense que j'ai mis plus de 15 heures, 15-20 heures, quelque chose comme ça. C'est quand même une bonne durée de vie, hein. Mais c'est un jeu qui se concentre du coup et qui a un rythme beaucoup plus élevé. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bien géré dans le jeu. On a vraiment une impression de vitesse, de rush. Et quelques moments où le jeu nous dit oui, ce serait peut-être le moment de faire des quêtes secondaires, et tu dis bon ok. Le jeu ne te demande pas entre chaque mission de dire allez, tu fais tous les points, parce que sinon t'auras pas, tu seras peut-être pas assez au level pour bien réussir la mission comme on envisage que tu le fasses. Et ça donne vraiment un gameplay qui est très très nerveux, un univers qui est très très cool. Il faut que j'arrête de regarder mon mauvais écran. Je suis désolé. C'est l'habitude à prendre. Et beaucoup d'intérêt au niveau des quêtes secondaires. Je trouve que les dialogues sont un peu clichés, mais relativement bien écrits. Et il y a 2 points qui m'ont un peu déçu sur le jeu. Un point qui m'a énervé et un point qui m'a un peu déçu. Le point qui m'a un peu déçu, c'est le fait que certains éléments soient cachés dans le New Game Plus et que ces éléments soient indiqués dès le début. Par exemple, en allant dans l'arbre de compétences, vous allez voir qu'il y a certaines compétences avec un petit plus à côté. Ce sont des compétences que tu ne peux avoir qu'en New Game Plus. Et c'est indiqué dès le début. Et il y a une tenue que tu ne peux pas avoir autrement que dans le New Game Plus. Il y a énormément de choses comme ça. Salut Angelus, bienvenue. Et je trouve que c'est un peu bâtard de mettre quelque chose comme ça dans un jeu et de dire vraiment ouais regarde ce que tu peux faire dans le New Game Plus. Parce qu'en vrai, je suis quelqu'un qui n'aime pas les New Game Plus en règle générale. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt d'un New Game Plus. En règle générale, un New Game Plus c'est pas vraiment si intéressant que ça parce que tu refais le jeu que t'as déjà fait. Et je comprends l'intérêt de oui mais on a rajouté des trucs pour le New Game Plus etc. Mais dans ce cas-là c'est tout à fait possible de juste l'indiquer au moment où tu termines le jeu de base et dire ah oui, maintenant tu peux refaire une partie en New Game Plus avec de nouvelles compétences, de nouvelles tenues, etc. Plutôt que de vraiment te mettre une case ou 2 cases dans ta liste de choses à faire en mode ah ça c'est que dans New Game Plus. Si tu veux bien tout avoir, eh ben, il faut faire le New Game Plus. Je trouve que c'est un peu inutile et un peu forcé sur un New Game Plus alors que le jeu dure quand même déjà 20 heures. C'est déjà un beau temps. C'est déjà un bon jeu. Et on a déjà un nombre extraordinaire de jeux qui sort tous les mois, toutes les semaines même, avec la scène indépendante, avec les grosses sorties dépendantes du moment, avec tous les jeux qui sont déjà sortis. Parce que là, moi, je joue à Miles Morales, mais le jeu, il est sorti il y a déjà quelques mois. Strike, c'est pareil, c'est parce qu'il est sorti en version disque il y a quelques temps, mais en vrai, si je dois rattraper tous les jeux que je n'ai pas fait, plus tous les jeux qui vont encore sortir, j'ai pas fini. Surtout quand on voit le nombre de gros open world que j'ai encore en réserve avec des jeux que j'ai déjà achetés. Je pense notamment, il faudrait que je fasse Octopath Traveler, que j'ai commencé mais jamais fini. Donc je me dis, en vrai, ce serait bien de refaire une partie, de recommencer depuis le début et d'essayer à deux. C'est très long. C'est un JRPG qui est très long. J'ai Triangle Stratégie, que j'ai acheté aussi, que je n'ai pas encore lancé. Je l'ai acheté, j'ai la collector, mais je l'ai pas encore lancé. J'ai encore quelques jeux sur PS4 et PS5 que j'ai pas encore fait, que j'ai déjà acheté, et une vingtaine de jeux sur Steam, au moins. Que pareil, j'ai acheté parce que c'était un moment où ils étaient en solde, ou alors le jeu m'intéressait beaucoup pour le faire en live ou autre, et au final, j'ai pas encore eu le temps de les faire parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à finir un jeu en live, et du coup, en vrai, avoir plus que 2 jeux de réserve, c'est trop. Mais donc voilà, ça c'est le truc qui m'a déçu.
Le truc qui m'a énervé par contre, c'est, et je suis désolé, hein, c'est la VF de Miles. Oh mon dieu. La VF est horripilante. Je trouve vraiment que sa voix ne fonctionne pas par rapport au personnage, et particulièrement dans les scènes hors cinématique. Dans les cinématiques, je trouve que le ton est relativement juste, mais dès qu'on est hors cinématique, qu'il a une discussion avec quelqu'un au téléphone ou quelque chose comme ça, ou même qui discute avec les gens dans la rue, etc., je trouve que c'est... Oh, c'est mal joué, c'est horripilant. Je sais pas si c'était le but, si c'est le cas, ça a très bien fonctionné. Mais honnêtement, j'ai eu envie de... Alors que j'ai fait le premier jeu en VF, je trouve que la VF de Peter est très très bonne. Si je me trompe pas, c'est Donald Renew qui l'a fait. Et là-dessus, il est très très bon en Peter. Mais à côté, Miles, ben, j'ai pas l'impression que j'avais eu dans le film Spider-Verse. Et c'est vraiment un côté gamin horripilant. Que je sais pas si... Je suppose que c'était volontaire. Parce que Insomniac Games, c'est pas des petits joueurs en termes de doublage. En règle générale, ils font des trucs assez incroyables. Notamment sur les Ratchet & Clank. Mais là, ça m'a vraiment juste pas donné envie, en fait. Ça m'a juste pas donné envie. Et mention spéciale, par contre, pour la gestion de la motion sickness de ce jeu. Le premier jeu me donnait de la motion sickness de manière assez vénère. Ici, j'ai eu aucun problème. Parce que justement, je pense que c'est le fait de gérer la vitesse, etc. J'ai dû changer déjà à l'avance les settings pour diminuer le tremblement de la caméra en saut, etc. Parce que sinon, ça donne un truc qui, je pense, va provoquer de la motion sickness à beaucoup de gens. C'est l'un des seuls jeux où ça m'est arrivé. Et même, j'en parlais justement sur Twitter au moment où je l'avais. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est normal que je me sente pas bien quand je joue là. Et genre, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je trouve que le jeu a bien géré ça en termes. Enfin, je sais pas si c'est juste mes settings de base ou si le jeu a mieux géré ça. Mais en tout cas, j'ai eu aucun problème là-dessus. Je trouve qu'il y a une grosse personnalisation possible en termes de sous-titres. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Là, vous voyez une version sans sous-titres parce que j'avais envie d'un gameplay qui était assez lisse et qui pouvait passer par-dessus ce que je disais. Mais le jeu est très très bon. Il y a une possibilité de choix de langage des signes, ce qui est très intéressant. Quelque chose que j'ai, je pense, rarement vu dans le jeu vidéo. Je pense que c'est l'une des premières fois. J'essaye de penser à un autre exemple, et non, je pense que c'est l'une, si pas la première fois, que j'ai vu ça. Après, est-ce que c'est juste parce que c'est le premier studio qui le fait, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas joué à d'autres jeux qui l'ont fait? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment trouvé que là-dessus, l'accessibilité du jeu était vraiment bien. J'ai jamais eu l'impression que le jeu était injuste avec la difficulté. J'ai mis une difficulté qui est relativement normale. C'est-à-dire ni trop facile pour les gens qui veulent profiter de l'histoire, entre guillemets, la fameuse phrase en mode ouais, les combats, t'es pas doué, mais c'est pas grave. Et pas en difficile, en mode oh là là, les méchants ils sont vraiment très forts. Parce que je vois pas forcément l'intérêt de tout ça. Mais à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. J'ai bien géré le temps de reprendre les combats en main. Parce qu'il faut le temps. C'est un jeu qui a un certain rythme au niveau de ses combats. Mais une fois que t'es dans le rythme, tu sais faire des trucs qui sont assez beaux. Et d'ailleurs, hop, si je reviens au tout début. Tac. Normalement ici, ouais voilà, j'ai commencé directement avec un peu de gameplay. Un peu de gameplay de combat justement. Et là, une fois que tu as compris comment gérer les différents facteurs du jeu, tu peux vraiment avoir un combat qui rend bien. Et qui fonctionne. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant, à quel point, et je trouvais que ce jeu-là réussissait mieux. Je sais pas si c'est à cause des pouvoirs de Miles qui rendent le jeu plus fluide, pour moi, mais j'ai trouvé que le jeu, franchement, fonctionnait bien. Et il y a aussi le fait d'avoir moins de gadgets, qui du coup te donne moins l'impression de devoir jongler entre tous. Et voilà, bah, c'est le seul moment où j'étais un peu en mode « Oh bon, ok ». Mais à part ça, sinon, il y a possibilité de rendre le gameplay extrêmement fluide et extrêmement sympathique.
Et, euh, et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette première édition du Magnificast qui sera disponible sur Twitch pendant 24 heures parce que c'est l'obligation avant d'être rediffusé. J'hésite au niveau de la date, mais de toute façon, bah, YouTube, si tu vois cette vidéo, bah, tu sais quand c'est sorti. Mais je sais que je dois de toute façon attendre 24 heures avant de rediffuser parce que ça fait partie des conditions de Twitch pour l'affiliation. Même si je pense que c'est quelque chose qui justement va être modifié. J'ai pas voulu parler de sujets plus graves parce qu'il y a des sujets qui sont quand même pas forcément joyeux en ce moment. Mais j'ai envie d'aborder des sujets qui sont potentiellement un peu plus légers, histoire d'avoir quelque chose on va dire, de positif dans votre semaine. Et bah, du coup, je ne sais pas ce que je ferai pour la prochaine édition. Je vais sûrement continuer un peu à bosser, à prévoir quelques trucs, essayer d'organiser un peu un vrai planning, trouver un jour où je pourrais de manière régulière être là. Et on verra bien, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, comment tout ça avance, comment tout ça évolue. Et bah, j'ai très hâte de vous retrouver pour prochaine édition. Allez, à plus.